Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je me présente. Ma chaîne s'appelle Nyanzo. Je suis sociologue de formation. J'anime des ateliers sur les Comores, que ce soit dans des lieux spécifiques ou à domicile. Donc, mes ateliers se regroupent tous sur le même nom qui s'appelle Nyanzo Zaki Comore. Ça veut dire aimer à la comorienne. Donc, je peux vous aider par exemple, j'anime un atelier à domicile, aussi à distance, de généalogie qui va vous aider à faire votre arbre généalogique. Aussi, j'accompagne si vous voulez aussi apprendre le Wadara, qui est génial pour par exemple l'anniversaire ou à l'enterrement de jeune fille. Donc par contre, cet apprentissage est en non-mixité féminine et voilà. Je peux vous accompagner aussi pour les jeunes mamans qui veulent apprendre des berceuses comoriennes. Donc je peux vous en apprendre, que ce soit à distance ou en présentiel. Chez vous, tranquille avec votre enfant et tout. Je vous envoie tout, les fichiers, etc. Et j'anime aussi un atelier pour les enfants de contes, de fil au conte. Donc pour l'anniversaire, ça peut être sympa. Par exemple, pour apprendre des questions philosophiques et sociologiques, mais à hauteur d'enfant, et avec comme support les contes comoriens pour découvrir la culture, la civilisation, se poser des questions à sa petite hauteur d'enfant. Voilà, donc je vous laisse, la vidéo va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau sujet. L'arrivée de l'islam aux Comores à partir d'une thèse de Burhan, Abderrahmane Burhan, qui s'intitule Les rites pré-islamiques aux Comores. Donc moi, je vais plus m'attarder sur l'arrivée de l'islam et sur les implications que ça a eu. Pour tout ce qui est rites pré-islamiques aux Comores, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, la thèse en fait donne un peu des éléments de ce qui se passait avant, mais c'est des éléments assez courts, mais on trouve pas mal d'explications plus précises dans le corpus, dans les entretiens que le chercheur a fait. Donc moi, je vais essayer de vous présenter l'arrivée de l'islam de manière synthétique, de m'attarder sur la configuration sociale qui en a résulté et des rapports de force et d'oppression qui a pu se passer. Donc la thèse se déroule, bien sûr, se concentre en juin, donc ça s'appelle les rites pré-islamiques en juin, une contribution et une étude culturelle sur les Comores. Donc même si cela se passe en juin, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aux autres îles et qui permettent de comprendre notre rapport à l'islam et notre rapport à ce qu'on appelle l'arabité entre guillemets. Donc on va commencer par un petit récap historique. Alors, donc du coup la question, est-ce que l'islam est venu aux Comores dans la joie et la bonne humeur? Donc, alerte spoiler, oui et non. Je dirais un petit oui et un grand non. Et je voulais aussi faire un petit préambule. Je parle ici de faits historiques qui se sont passés il y a très longtemps, mais je ne parle pas du message de l'islam et je ne parle pas non plus des personnes qui la pratiquent. Voilà. Ni de leur foi. L'histoire des Comores par rapport à cela. Donc on peut dire qu'il y a la période bantou, ce que j'appelle la période bantou. Certains chercheurs l'appellent la période pré-islamique. C'est un terme pré-islamique que je n'adopte pas. Je préfère l'appeler la période bantou parce que pré-islamique, ça suppose de voir l'histoire comorienne sur le spectre musulman seulement, alors qu'elle comporte plusieurs strates culturelles et plusieurs arrivées de population. Donc le fait de la nommer la période bantou, c'est déjà accepter la période telle qu'elle et ne pas la mettre sur un autre paradigme. Donc la période bantou, on peut la dater
à partir de, on va dire, moins 200 avant Jésus-Christ, où a commencé donc je regarde mes notes, où a commencé un premier déplacement de population venu du Soudan et du Niger, jusqu'à arriver en Afrique de l'Est entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Et il y a aussi eu à arriver aux Comores ce qu'on appelle aussi des proto-malgaches, les ancêtres des malgaches. Donc ce sont ces populations-là, les populations venues d'Afrique, qui nous ont apporté cet apport matrilinéaire que l'on connaît par rapport au Hina, parce qu'en général on prend le Hina de sa mère, par rapport aussi à la matrilocalité, c'est-à-dire le fait, ou sorry local aussi on dit, le fait que c'est la femme qui reçoit son mari, et c'est aussi le fait qu'on hérite aussi les terres de mère en fille. Donc voilà ce que nous a apporté cette civilisation bantoue. Elle avait aussi cette civilisation bantoue, donc c'est un mélange de plusieurs populations africaines, donc elle avait aussi ses propres croyances. Dans la thèse, elle est très orientée. C'est normal par rapport à la date où elle a été écrite, au début des années 2000 à peu près, par rapport aussi aux informateurs, par rapport aussi à notre rapport aux chercheurs de l'époque, leur année de naissance, et le contexte dans lequel étaient ces chercheurs-là. Donc on sait qu'au Comores, l'islam n'est plus une religion d'État. Toutefois, elle influence beaucoup nos comportements. Et que bien que dans la Constitution, on est libre de croire comme de ne pas croire, on se considère entre guillemets à 99% musulmans. Et donc c'est un peu la pensée dominante. Donc beaucoup de choses sont vues à travers ce prisme. Donc cette époque-là, on voit dans la thèse, on va l'appeler païenne, etc. C'est des termes que moi je n'adopte pas. Mais on retrouve encore un peu les mêmes, comment dire, l'imaginaire qu'on a de cette période et de ces personnes, la géomancie, le culte des esprits, etc. Mais il y a aussi quelques grottes qui ont survécu à ça. Mais comme j'ai dit, c'est une thématique à part, mais je vais vous donner quand même des éléments. Quelques grottes en juin qui subsistent. Enfin, quand je dis en vrai, parce que par rapport à la thèse, mais je pense qu'il y en a dans toutes les îles. Mais il y a très peu de restes de cette période-là. Et aussi, voilà, donc voilà, il y a un peu un regard un peu méprisant de la part de cette période-là par certains chercheurs qu'on a rapporté là, que ce soit les chercheurs blancs, occidentaux, que certains chercheurs du pays. Donc, mais en fait, ce regard méprisant, je ne l'excuse absolument pas, mais c'est aussi dû au contexte de l'époque et des parents qui étaient élevés à l'époque. Parce qu'actuellement, il y a aussi une certaine mouvance de renaissance africaine de ce qu'il y avait avant. Donc, on voit les choses d'une autre manière. Donc, il y a eu plusieurs vagues d'arrivée des populations arabes aux Comores. On peut à peu près donner 2 vagues. Donc la première vague, elle serait d'une nature un peu plus pacifiste. Donc elle correspondrait à peu près à une période qui tournerait environ entre 500 et 600 après Jésus-Christ, qui correspondrait aussi à l'époque où Mtsoum Hinza, un noble de Nsaweni, qui a rencontré un bateau qui a échoué aux Comores, et donc ces personnes-là étaient musulmans et pratiquaient leur religion un peu à part. D'ailleurs, ils n'étaient pas toujours bien vus par la population, et donc aussi lui a aussi influencé et lui a donné envie d'aller découvrir cette religion à la source, à la Mecque. Donc il est parti chercher cette religion-là, il est revenu avec. Et j'avais dit dans une précédente vidéo, pour ceux qui l'ont vu, pourquoi il s'est appelé Mtsoum Hinza, c'est pas son nom originel, mais en fait quand il est revenu de la Mecque, il a apporté l'islam dans toute son entièreté, et aussi le fait de se marier dans le cadre qu'on appelle nikah dans la jurisprudence, mais qu'on appelle plus communément dans la diaspora le halal. Et du coup, c'est le fait de se marier avec des témoins, avec un religieux.
Et on l'a appelé Mtomhinda, celui qui a enlevé l'amour, parce qu'à l'époque, on ne se mariait pas de cette manière-là. On ne s'unissait pas, du moins, de cette manière-là. C'était deux personnes qui étaient ensemble et qui se mettaient au milieu du village et qui déclaraient leur amour par une formule consacrée que j'avais qui se dit en traduisant l'amour. Il y a plusieurs traductions. Il y en a qui disent que l'amour est une charge et l'autre répond et moi que je t'aime. Il y a aussi une autre traduction qui dit Hanza Hinza. Moi je l'ai traduit comme ça, mais ça c'est moi. Hein. C'est que l'amour est aussi une sorte d'amitié et aime-moi que je t'aime. Donc il y a plus. Moi c'est ma traduction en moi, mais la traduction officielle du chercheur Damir Ben Ali, bah, c'était celle-là. L'amour est une charge et la femme répond aime-moi que je t'aime. Ensuite, il y a eu une vague ensuite un peu plus invasive, un peu plus colonialiste, on va dire, qui s'est déroulée à peu près du 13e au 16e siècle. Donc il y a eu, par exemple, dans cette vague invasive, une appropriation des terres par les Arabes, des terres des autochtones qui étaient déjà là. Il y a eu ce qui a poussé aussi les premiers habitants, à se cacher à l'intérieur des terres. Et on entend souvent d'ailleurs aux Comores, que les populations qui sont à l'intérieur des terres seraient, entre guillemets, moins islamisées que les autres. Et je pense que ce serait, si c'est le cas, en tout cas, ça serait dû... enfin, si c'est le cas. Revenons au préambule, je ne connais pas, je ne juge pas de la foi des personnes, mais je parle de l'imaginaire collectif qu'on véhicule. Si c'est le cas, ça se comprendrait parce que c'est des personnes qui ont été obligées, qui se sont retrouvées obligées à fuir dans les hauteurs et dans l'intérieur des terres. Donc, cette arrivée invasive, donc là je vais me centrer sur le cœur de la vidéo, c'est-à-dire la modification sociale que ça a engendré. Pour tout ce qui est des détails, vous pourrez voir sur la thèse. Elle est un peu ardue, il y a certaines contradictions, ce qui est souvent le cas dans les sciences, et surtout dans les sciences sociales, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs thèses et du coup l'auteur présente toutes les thèses, après c'est à vous de vous faire une idée. Mais je vais vous présenter les lignes principales, d'un point de vue sociologique surtout, et historique. Donc arrivé à cette vague-là, donc on a une nouvelle période, donc qu'on appelle Beja, c'est-à-dire une période qui donne une sorte de métissage des Noirs et des Arabes arrivés en place, mais c'est pas tous les Noirs, c'est pas tous les Arabes, c'est un peu un mariage de l'aristocratie. Donc là, oui, par les mariages, on peut dire que ce soit pas si violent, entre guillemets, mais on connaît pas toutes les conditions de ces mariages. Et puis après, il y a la période qu'on dit Fani, qui elle est l'avènement des sultanats. Voilà. Donc cette période-là, pour aller plus dans le côté social, a du coup engendré une nouvelle binarité de la vision du monde on va dire des Comoriens, enfin des gens de la société qui incluaient du coup de fait les Arabes et les Bantous qui étaient là avant. Donc avant, du coup, la société était binaire dans le sens où, par exemple, on est opposé nature à culture, femme à homme, de l'intime au public, embroussaillé, hirsute, sale, propre, nu, épilé, enfant adulte, etc. Homme marié, homme non marié, etc. Mais là, c'est installé un système duel, ethniquement discriminatoire, on peut le dire, qui donc a séparé l'esclave et l'homme libre, le noir ou le makoua, entre guillemets, c'est un terme générique, mais makoua c'est un lieu qui existe et dont venait une partie d'esclaves. Aux Arabes, l'animisme mécréant aux croyants musulmans, et ainsi de suite. Le sauvage aux musulmans, le lettré aux civilisés, oustan arabe. Donc oustan arabe est un terme profondément raciste qui est né d'un sultan métis et qui, comment dire, valorisait du coup la civilisation arabe. Et moi je vous invite à ne plus l'employer parce que c'est un terme raciste
Et moi, des fois, j'emploie la place Ustakomor, qui est plus générique et qui inclut un peu nos différences et qui n'est pas forcément, comment dire, accolé au fait d'être arabe. Voilà. Donc du coup, cette distinction, nouvelle distinction, apporte ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le colorisme. En comorien, on dit Ubangouzi Warang. Et bon, littéralement, ça veut dire le mal de la peau, on va dire. Et du coup, ce qu'on entend aussi aujourd'hui. Donc, je vais faire une vidéo après sur l'amour de soi. Et sur ces questions-là qui ont découlé, ou peut-être je vais l'introduire dans cette vidéo-là, mais je voulais en parler. Ce qui fait que maintenant, je vais en parler maintenant, il y a ce colorisme qui est au commun et qui sévit, qui fait que dans les familles, on peut souvent entendre que un tel a des beaux cheveux, Nilenjema, est beau parce qu'il a un nez droit, comme dans la chanson de Dalila. Mbouaya Opanga, parce qu'il a le teint clair, parce qu'il ressemble à un arabe, parce qu'elle ressemble à un arabe, et on va entendre plein d'adjectifs laudatifs pour ces personnes-là. Donc, on va pas tout le temps vous cibler individuellement et vous dire que vous êtes moche, mais en grandissant, vous entendez toujours ces mêmes discours et vous concluez alors que vous n'êtes pas dans la norme de beauté. Mais aussi, il y a le cas, tout simplement, où on vous le dit clairement que votre nez, il n'est pas assez droit, vos cheveux ne sont pas assez lisses, etc. Donc, c'est un mal qui sévit et j'aimerais vraiment qu'on arrête de parler comme ça dans les familles, qu'on arrête de parler comme ça dans notre imaginaire, qu'on arrête de transmettre ce racisme intériorisé et qu'on commence enfin à s'aimer. Et d'ailleurs, qu'on arrête de dire du mal de nous-mêmes, de dire me commorer comme ça, me commorer comme ci, et dire des choses bien positives. Et voilà. C'est mon message par rapport à la période actuelle. Et vous voyez maintenant comment c'est venu, comment cette stratification et cette haine de soi s'est construite. Donc, ça me rappelle un peu le discours de Malcolm X qui dit qui vous enseignait à haïr vos cheveux, qui vous enseignait Bella, qui vous enseignait. C'est cette civilisation arabe qui est venue et qui a aussi, comment dire, introduit de l'esclavage en esclavagisant les populations qui étaient sur place. Bien sûr qu'elle importait aussi des esclaves, mais il y a aussi des gens qui étaient sur place, qui étaient chez eux, qu'on a esclavagisés. Et donc, du coup, les gens ont vu que le pouvoir avait changé de main. Et bien sûr, quand on veut esclavager les gens, on construit toute une idéologie derrière. Et bien sûr, tout le monde veut être du côté des dominants. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, jusqu'à maintenant, les Comoriens ne veulent se sentir que arabes. Et ont beaucoup de mal à dire qu'ils ont des origines africaines parce que pour eux, l'Afrique est directement associée à l'esclavage. Donc, l'arrivée arabe, on parle d'arrivée, mais c'est clairement du colonialisme. Donc, la première question que je pose, est-ce que l'arrivée de l'islam est arrivée dans la joie et la bonne humeur? Dans ce cas-là, absolument pas. Quand je dis de l'islam, c'est aussi le côté politique de cette religion-là. Donc, il y a une stratification sociale qui en a découlé. Donc, les Kabaïla, par exemple, on peut dire. Et en dessous, les Wamatsaha, ou parfois on l'appelle Wangwana, etc. Donc, en fait, bon, je vous résume. Donc, tout ce qui est arabe est génial. Tout ce qui n'est pas arabe est connoté négativement. On le voit aussi dans la nomination des esprits. Parce que même si on disait au départ que les Bantous premiers qui étaient là pratiquaient la géomancie, la sorcellerie, etc. Mais il faut savoir aussi que les Arabes aussi pratiquaient ça. Et les religieux aussi pratiquaient ça. Mais comme il y avait un peu une couverture arabo-musulmane dessus, c'était moins mal vu, mais ils pratiquaient la même chose. La géomancie, la sorcellerie actuelle est beaucoup inspirée de l'héritage arabe, perse et shirazien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur des thèses. Il y a aussi des sortes de triangles ou d'étoiles à plusieurs branches, etc. Mais il y a beaucoup de choses de la sorcellerie, qu'on dit sorcellerie entre guillemets, qui est inspirée de ça et qui est utilisée par les religieux. Il y a les très grands érudits en général religieux, je ne citerai personne, sont en général très très connaisseurs de ces mystères-là. Et de ces sciences, on va dire entre guillemets occultes, mais même si c'est pas le terme, de ces sciences divinatoires ou énergétiques, ou voilà, ce monde-là.
Donc, arrivé là, donc il y a un métissage, bien sûr, qui se fait, mais au niveau des grandes strates, voilà. Donc, donc ça crée une nouvelle aristocratie. Une nouvelle aristocratie. Il existait déjà une aristocratie. Bien sûr, il y avait des chefs, etc. Mais là, ça crée une nouvelle. Et du coup, cette aristocratie-là va s'enrichir de l'esclavage en, bien sûr, en utilisant les personnes esclavagisées pour porter les palaquins, pour faire les travaux domestiques, pour travailler au champ. Voilà. Il y a eu plusieurs guerres civiles qui ont mené aussi, donc du coup, à la fin, un traité d'abolition de l'esclavage. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous résumer ça. Il y a eu plusieurs guerres civiles. Il y a aussi, on parle souvent d'un traité d'abolition qui a été influé par des étrangers. Mais il y a eu aussi une grande révolte d'un chef révolutionnaire qui s'appelle Lopa en juin. Et du coup, c'était autour du 19e siècle. Qui, du coup, je vais vous raconter brièvement l'épisode, mais je trouve qu'il est marquant, donc on n'en parle pas souvent. Donc, c'est une personne, en fait, c'était des gens qui ont été armés pour, aller destituer l'oncle du sultan en place. Vous verrez tout ça sur la thèse. Le sultan, et ils ont tué toute l'aristocratie en place. Je ne vais pas vous dire tous les détails parce que mon fils est là, mais vous allez voir, c'était assez violent. Mais je vous relativiser parce qu'il faut savoir aussi la violence que subissaient ces personnes esclavagisées qu'elles venaient d'ailleurs ou qu'elles étaient sur place était aussi très 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 forte. Et que ce soit pour les femmes, elles étaient très très violentées, les hommes aussi, etc. Donc je veux dire que cette violence-là est intériorisée et elle est ressortie dans cette révolte. Donc, faut savoir que dans ces traités d'abolition de l'esclavage, les nobles et les religieux étaient souvent contre. Parce que ils perdaient de la main d'œuvre gratuite. Et les religieux aussi, parce qu'ils étaient aussi, on va dire le clergé, ils étaient aussi, bénéficiaires de ça. Et ils donnaient comme argument pour empêcher cette libération que si on libère ces personnes-là, il allait y avoir un déclin de la religion dans l'archipel, dans l'île. Du coup, c'était un argument bien sûr fallacieux pour pouvoir maintenir la mainmise et se servir de la religion comme instrument. Il y avait plein de choses aussi, il y avait tout un imaginaire raciste qui allait avec ça. Donc, par exemple, on véhiculait des histoires, je sais pas dire, des histoires comme quoi un croyant ne pouvait pas être plus pauvre qu'un païen pour pouvoir asseoir cette domination politique et économique. Donc les gens ont commencé ils ont transmis, cette aristocratie-là a transmis sa religion en créant des écoles coraniques. Du coup, il commençait à avoir un nivellement de la société grâce à ça. Mais l'aristocratie voulait vraiment garder le pouvoir du savoir pour elle, parce que le pouvoir, entre guillemets, le savoir est une arme. Et du coup, dans ces chionis-là, pendant très longtemps, les gens n'avaient pas le droit de traduire ce qu'ils lisent. On voit un peu, c'est ce qui se passait un peu à l'esclavage aux États-Unis, où les gens on leur enseignait la Bible sans leur apprendre à lire pour pas qu'ils voient des choses ou des versets qui pourraient contredire ce qu'on leur dit et qui pourraient remettre en cause tout ça. Alors, ce fait de n'avoir pas le droit de traduire a une grande incidence. Il y a une grande incidence aujourd'hui. Parce que, bien que maintenant, avec les nouvelles écoles franco-arabes, etc., les gens apprennent l'arabe, bien sûr, et traduisent, mais jusqu'aux années 90, c'était réservé à des gens vraiment très, 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 une petite élite religieuse, parce qu'on peut être d'une élite religieuse et pas une élite sociale. Bon, c'était vraiment des gens très limités. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient la signification. Bien sûr qu'il y avait des traductions français-arabe, mais c'est pas ce qu'on enseignait à l'école coranique. Dans les années 2000, etc., il y a un changement, les gens traduisaient. Sauf que, parfois, on peut entendre des discours, par exemple, par rapport au Coran, qui est traduit en comorien, et il y a une sorte d'aura autour de l'arabe qui fait que, par exemple, le fait de lire le Maoulida en comorien, ça peut être un peu vu de manière bizarre, ou le fait alors que le Maoulida, c'est d'abord juste la vie du prophète qui est relatée, donc entre guillemets, le caractère sacré n'est pas, voilà,
voilà, c'est une sorte de poème, donc on peut très bien le traduire et le véhiculer en comorien. Et aussi le Coran, quand on dit qu'il faudrait qu'il soit transmis en comorien, il y a des problèmes par rapport à ça. Il y a même des personnes qui sont entre guillemets lettrées et qui vont dire comme argument, oui mais l'arabe est une langue polysémique, ce qui est tout à fait vrai, et le fait de la traduire, ça peut enlever des choses. Mais bien sûr, mais le fait de la traduire en français aussi, ça implique des choses. Mais au moins, on aura une base où on pourra discuter. Et je pense que le fait de continuer, par exemple, à faire certains prêches en arabe, à garder cette aura mystérieuse autour de cette langue et par rapport à la religion, empêche le débat, empêche même la compréhension des choses, de ce que les gens pratiquent, empêche beaucoup de choses dans la remise en question de certaines choses, que ce soit religieuses, politiques ou économiques, qui pourraient donner un regain culturel, social et religieux, spirituel à notre pays et aux individus qui la composent. Bien sûr que dans le Coran, il y a marqué qu'il a choisi l'arabe comme langue, mais ce n'est pas parce qu'il a choisi qu'on ne peut pas traduire et en discuter. À l'époque du prophète, bien sûr, dans les mosquées, les gens discutaient de religion, de toutes les religions. Il y avait des juifs, des athées qui discutaient aussi de problèmes. Et c'est pas en empêchant, en censurant que les choses vont avancer. La transmission de cette religion n'avait aucune dimension pédagogique. Dans le sens où les gens ils étaient frappés, on devait juste retenir par cœur en lisant, etc. Et en ne comprenant pas, parce qu'on ne voulait pas que les gens s'approprient et, comme j'ai dit tout à l'heure, remettre en cause quoi que ce soit. Et c'est des choses qui ont perduré beaucoup jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vous ai présenté un peu en bref cette arrivée-là. Donc pour tout ce qui est les détails, n'hésitez pas à vous rapporter à la thèse. Je travaille sur quelque chose, mais je ne vais pas vous en parler maintenant, sur tout ça, sur la culture comorienne, l'histoire comorienne, la société comorienne. Mais j'en vous en dirai plus quand ça sera vraiment effectif. Mais voilà, mon but c'était de vulgariser ça, comprendre pourquoi on pense comme ça, et arrêter de transmettre ce racisme intériorisé, et quand bien même vous l'entendrez quelquefois dans vos familles, etc., que vous ayez des arguments pour dire à votre aîné, à votre soeur, à votre tante, à votre oncle que ce n'est pas normal de s'exprimer comme ça. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.